Bien, je vais donc vous entretenir de la pollinisation et j'espère vous apprendre des choses que vous ne savez pas encore. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. La pollinisation, ce n'est pas si simple qu'on le croit et en tous les cas, et ça apparaissait dans le titre, ce n'est rien d'automatique, contrairement à ce qu'on pense généralement. Alors, je vais bien sûr vous montrer que c'est un univers fascinant. Ça, c'est la première des choses, mais ça, c'est généralement assez bien connu, assez bien accepté par les gens, mais j'aimerais insister sur les mécanismes qui se déroulent entre le monde végétal et le monde animal dans ce processus qu'on appelle la pollinisation. D'ailleurs, pour être tout à fait juste, on devrait dire les pollinisations et non pas utiliser le singulier. Et enfin, et on s'attardera un peu là-dessus, et c'est ce que vient de dire mon prédécesseur ici, l'état des lieux sur la question est préoccupant. Et il est préoccupant parce qu'il n'y a pas une... Alors on observe des choses, mais il n'y a pas une réelle prise de conscience du risque encouru par l'interaction entre le monde animal et le monde végétal dans le cadre de la pollinisation. Alors vous avez certainement tous vu ce type d'articles de journaux qui sont récents, ils ont 6 mois à peu près. Donc on observe, alors on a mesuré en Allemagne très précisément, ils ont compté sur 30 ans les oiseaux, eh bien les oiseaux disparaissent. En 15 ans, le nombre d'oiseaux de plaine a baissé de plus de 30%. Donc, ça a alarmé les personnes. Alors, il est plus facile d'observer la disparition des oiseaux que la disparition des insectes. Et il a été montré, dans les articles scientifiques ensuite, que cette disparition massive des oiseaux est en fait corrélée à une disparition massive des insectes. Donc, on voit que ces petites bestioles qu'on voit beaucoup moins, eh bien, lorsqu'elles connaissent des problèmes, lorsqu'il y a un déclin avec les insectes, il y a une réaction en chaîne qui est engagée et qui peut aller jusqu'à la disparition des oiseaux. Et bien sûr, il y aura ensuite en cascade d'autres événements qui pourront se produire. Alors là, j'ai repris un article qui a été publié en 1993. Alors je l'ai pris parce que c'est une étude qui a été faite dans la région d'où je viens, donc dans les Vosges du Nord. Et on s'inquiétait à l'époque, donc au début des années 90, on s'inquiétait pour la survie des insectes à cause des voitures. Alors, les personnes les plus âgées s'en souviennent un peu, à l'époque, les pare-brises, lorsqu'on roulait la nuit, et les phares devant étaient couverts d'insectes morts. Et à l'époque, on s'en inquiétait, il y a donc des comptages qui ont été faits, et on s'inquiétait sur la disparition des insectes à cause de cela. Alors, moi j'ai fait récemment, je suis parti de Strasbourg, je suis allé jusqu'à Montpellier, je suis remonté, j'ai pratiquement pas eu besoin de nettoyer le pare-brise. Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'insectes qui s'écrasent sur le pare-brise. Et alors, une étude montre que la biomasse des insectes volants, donc auxquels appartiennent beaucoup de pollinisateurs, a chuté de plus de 75% entre 1989 et 2015. 3 quarts des insectes ont disparu. Et ce type d'étude n'aurait plus aucune valeur aujourd'hui. Donc on voit vraiment que le monde entomologique a changé ces dernières années, mais d'une manière vraiment inquiétante. Alors, ces problèmes qu'on connaît actuellement, ils reposent sur 3 causes principales qui sont toutes les 3 liées à l'activité humaine. Alors, la première cause, on en parle beaucoup, c'est les pesticides, mais il n'y a pas que ça. Éliminer les pesticides ne suffit pas. Les insectes ont également besoin de milieux naturels, de maisons, d'habitats pour vivre. Et enfin, il y a également, à cause de la mondialisation, une propagation des maladies et des parasites. Et là-dessus, c'est un point que les apiculteurs connaissent très très bien. Par exemple, un acarien qui attaque, qui parasite nos abeilles, le varroa, est venu par ce biais-là. C'est un problème énorme pour toutes les abeilles du monde. Il y a d'autres maladies, la nosémose, la nouvelle nosémose séranée, qui vient poser de graves problèmes au niveau des abeilles qui sont quand même des pollinisateurs. Alors, on sait, on observe, on mesure que les pollinisateurs sont encore en difficulté, mais on ne fait pas grand-chose. On en parle beaucoup, il y a des articles de journaux, on pousse des cris d'orfraie, mais ça ne va pas plus loin, pour le moment. Et pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'il y a vraiment une méconnaissance des processus de pollinisation. Et j'aimerais m'attarder là-dessus. S'il y a une chose que le message que j'aimerais faire passer, c'est une meilleure connaissance du processus de pollinisation. Et lorsqu'on comprend ça, on comprend que le danger est réel. Que pense-t-on actuellement ? La pollinisation, mais c'est automatique, c'est ordinaire.
C'est quelque chose de constant, c'est inaltérable, ça continuera toujours. Et de là vient le problème de la lenteur des réactions. Et on va notamment se pencher sur un certain nombre de moteurs, parce qu'il faut une action de moteurs qui anime les interactions entre le monde végétal et le monde animal. Alors on parle bien sûr souvent de la sécurité alimentaire qui est en danger si les pollinisateurs disparaissent. Une disparition des pollinisateurs, on le dit souvent, ferait disparaître beaucoup de fruits, c'est-à-dire on aurait surtout des céréales à manger, mais ce qu'on oublie de mentionner, et ça a été chiffré, c'est le nombre d'emplois dans le monde qui disparaîtrait à cause de la difficulté que connaissent les pollinisateurs. Car 3/4 des cultures dépendent d'animaux pollinisateurs. Alors ça, on le sait très très bien. Absence de pollinisateurs, on aura une recrudescence des maladies à cause de déficiences alimentaires, puisqu'il n'y aura plus une richesse suffisante en fruits et légumes qui sont les pourvoyeurs de polyphénol. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que l'extinction des pollinisateurs va menacer 1,4 milliard d'emplois. Un tiers des emplois actifs dans le monde parce que les pollinisateurs ne font plus leur travail. Or, ces chiffres-là, il faut les prendre en sérieux parce que ça a été mesuré, 9% des abeilles. Alors quand je dis 9% des abeilles, c'est parmi les 20 000 espèces, abeilles domestiques plus abeilles sauvages, sont menacées d'extinction. Et également 20% de vertébrés pollinisateurs, parce qu'il n'y a pas que les insectes qui pollinisent, les oiseaux, les chauves-souris, les lézards, etc., sont également menacés d'extinction. C'est donc un journal très sérieux, Le Monde, récent, 2016. Donc on voit que c'est des choses qui effectivement sont évoquées, mais les réactions sont quand même très très molles. Alors en Europe, entre 2005 et 2010, donc en 5 ans, le besoin en abeilles domestiques qu'il faudrait pour polliniser les cultures que nous avons, vous avez des abricotiers, etc., eh bien, ce besoin augmente 5 fois plus vite que les ruches. Donc on voit qu'il y a un déséquilibre, les pollinisateurs n'arrivent pas à suivre aux besoins alimentaires de l'humanité. Et en plus, on va le voir, on menace ces pollinisateurs. Alors, j'ai lu récemment dans une revue d'économie que 80% des métiers du futur ne seraient pas connus actuellement. Alors voilà un métier qui probablement, dans le futur, on devra s'y intéresser. Alors en fait, c'est cette image dont parlait mon prédécesseur, et il est fort probable que dans l'avenir, il y a un certain nombre de personnes qui vont apprendre à polliniser. Alors cette dame, ça se passe dans le Sichuan, elle a une baguette et au bout, il y a un mégot de cigarette, et elle va de fleur en fleur et elle pollinise. Alors c'est un métier probable qui va jouer un rôle dans le futur, mais je vais être tout à fait honnête avec vous. Cette image, elle fait le tour du monde, elle est montrée partout, mais cette dame ne pollinise pas parce qu'il n'y a plus d'abeilles. C'est pollinisé à dessein. C'est-à-dire parce qu'ils veulent une race très très pure de pommiers, de pommes et de poires, et donc ils ne veulent pas que les pollinisateurs sauvages pollinisent et fassent des croisements. Mais il est clair que ce problème va être connu dans le futur. Et d'ailleurs, pour vous montrer que la science s'intéresse déjà aux mécanismes de pollinisation, alors la fleur de tomate, on le verra plus tard, la fleur de tomate, vous en avez tous vu déjà, les étamines sont soudées ensemble. Le pistil, il est ici à l'intérieur, et ce sont des étamines poricides. Il y a juste un petit trou au bout, et le pollen ne peut sortir que par là. L'abeille domestique, et beaucoup d'abeilles sauvages, ne savent pas polliniser cette fleur. C'est-à-dire, il ne suffit pas de se promener là-dessus pour la polliniser. De plus, la fleur de tomate produit peu ou pas de nectar. Elle n'attire donc pas vraiment les abeilles. Il n'y a que le bourdon qui sait polliniser la tomate parce qu'il se pose dessus, et vous avez déjà entendu butiner un bourdon, il vibre. Et cette vibration fait sauter les grains de pollen, ils sautent dehors et ils vont tomber sur le pistil. Eh bien, vous pouvez acheter, vous regardez sur Internet, un vibreur de tomates. Ça s'achète déjà. Donc lorsque vous pensez qu'il n'y a pas assez de bourdons, vous achetez ce petit appareil, il a la fréquence 150 MHz, la même fréquence qu'utilise le bourdon, vous prenez ça sur les tomates, et ça s'utilisait assez longtemps dans les serres de tomates aux Pays-Bas, jusqu'à ce que, depuis une dizaine d'années, on sait maintenant élever des bourdons, et toutes les tomates que vous mangez, les tomates qui grandissent, qui sont élevées sous serre, eh bien, ils sont pollinisés par des petites ruches de bourdons. Mais cet appareil est encore utilisé dans certaines exploitations.
Et pour vous montrer que la disparition des pollinisateurs n'intéresse pas que les journalistes, mais ça semble avoir été acté par les scientifiques. Voilà un prototype qui a été lancé par une université très sérieuse, et ce prototype s'appelle le robot bee. C'est donc un petit mécanisme qui est censé remplacer les pollinisateurs, donc aller de fleur en fleur et les polliniser. Alors sachez que ce n'est pas qu'un plan ou un projet, je vais vous montrer le vrai prototype, le voilà, celui qui a été réalisé, vous voyez la taille. Alors il fait assez bien le travail. La problématique qui est posée actuellement encore, c'est qu'il trouve la fleur, aller de fleur en fleur. Mais on arrivera à le résoudre. Donc vous voyez, les scientifiques sont conscients du problème, ils cherchent déjà des solutions. Donc le propos que je tiens aujourd'hui n'a rien d'illusoire ou d'utopique, c'est quelque chose de réel, c'est un problème où il ne faut pas que les scientifiques s'en occupent, il faut que tout un chacun s'intéresse à la survie des pollinisateurs. Alors commençons par le début. La pollinisation, c'est quoi au juste? C'est quoi d'après toi la pollinisation? La pollinisation, c'est la du pollen. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait l'insecte? Il va chercher du pollen dans les fleurs. Oui. Mais est-ce qu'il est au courant? Après, il les emmène dans la Oui. ruche. Mais est-ce qu'il est au courant? Quelqu'un lui a dit de faire ça? Non. Et pourquoi il le fait alors? Eh bien, on va le voir ensemble. Survie. Pour sa survie. D'accord, on va voir. Alors, en fait, c'est très juste ce que tu dis, hein. Mais voilà. Alors, la pollinisation, c'est certainement le plus vieux contrat qui existe au monde. C'est donc un contrat qui est passé entre le monde animal, les insectes pollinisateurs, et les plantes à fleurs. L'insecte, lui, il va transporter le pollen, c'est ce que tu viens de dire, il va transporter le pollen de fleur en fleur, mais on va voir pourquoi il va le faire, mais il ne le fait pas gratuitement. Il est hors de question que l'insecte va faire ça gratuitement. Ce n'est pas Emmaüs, ce n'est pas un bienfaiteur. Lui, il va rendre un service uniquement s'il reçoit quelque chose de retour. Et alors en retour, bien sûr, ici, il y a une sécrétion sucrée du nectar, c'est des glucides, il en a besoin, c'est de l'énergie. Eh bien, il y va parce qu'il va trouver du nectar. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va rentrer dans la fleur, là, il doit rentrer au fond pour chercher le nectar, le pollen qui est produit par les étamines, eh bien, va se retrouver sur la fourrure de l'insecte. Et il va également en ramasser du pollen à dessein pour nourrir ses petits. Pour faire grandir ses petits, il a besoin de protides et de lipides, et ça, il le trouve dans le pollen, et ça, c'est les boulettes de pollen qu'il va accrocher à ses pattes et ramener à la ruche. Alors ce nectar, là j'ai montré un dessin, ça c'est la corolle d'une fleur, et regardez ce qui est brillant là en bas, ça c'est le nectar. La plante produit ça naturellement, c'est une substance sucrée, c'est donc l'énergie, c'est le carburant avec lequel l'abeille pourra vivre et fonctionner. Donc les insectes pollinisateurs vont dans ces fleurs, alors regardez ici, on voit un insecte, alors ça c'est quoi comme insecte? Oui? Une abeille, on dirait. Une guêpe, soyons simples. Une guêpe, hein. D'accord? Et la guêpe trempe dans la fleur que je vous ai vue, regardez ici, trempe sa trompe au fond pour chercher ce fameux nectar. Donc voilà comment elle procède. Et bien entendu, alors la guêpe n'est pas un bon pollinisateur. Regardez, tout est lisse. Elle n'a pas beaucoup de poils, elle n'en a mais pas beaucoup. Mais une abeille, par exemple, qui ferait ça, elle aurait plein de grains de pollen dessus. Alors, il n'y a pas que les fleurs qui produisent du nectar. Il faut le savoir. Par exemple, les fleurs de pêcher, la prochaine fois que vous verrez un pêcher, regardez, à la base des fleurs, vous avez ces trois petites excroissances ici. Eh bien, ce sont des nectaires. Des nectaires. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des abeilles là-dessus chercher du nectar? Qui c'est qui vient chercher du nectar là? Alors ça, vous l'avez. Les fourmis, exactement. Il y a beaucoup de fourmis et elles viennent chercher ce nectar-là. Voilà. Donc, ce ne sont pas que les fleurs. Alors, regardez maintenant comment ça marche, la pollinisation. Ça, c'est une fleur d'hibiscus. Le nectar, il est là, tout au fond, tout au bout. Et l'abeille, elle a la tête tout en bas. Elle cherche le nectar. Ici, elle n'est pas venue chercher du pollen, mais naturellement, regardez, tout son corps se couvre de pollen qui est accroché et même collé dans les poils. Nous allons le voir. Alors voilà, ça, c'est le monde de l'abeille. Voilà ce que voit l'abeille. Tout ça, c'est des grains de pollen. Alors vous voyez, ils ont des tailles très différentes. Ici, le compagnon rouge, le plus petit, un diamètre de 25 micromètres. Et là, en haut à droite, on le voit à l'œil nu, c'est la rose trémière. L'hibiscus a également cette taille-là. 100 micromètres, c'est le diamètre d'un cheveu. Donc ça, on peut le voir à l'œil nu. Et vous voyez, regardez, ils ont les formes les plus variées. Donc le monde de l'abeille, il est beau.
Et l'abeille, elle cherche les grains de pollen en fonction de leur qualité et quantité nutritive. Alors, où est fabriqué ce pollen? Eh bien, ce pollen, il est fabriqué, ça c'est une fleur de bouillon blanc. Ici, il y a les étamines, et au bout, ici, il y a des renflements qui s'appellent des anthères. Et ça, c'est des machines à pollen. On va faire une coupe là-dedans, et lorsque je coupe là-dedans, ça c'est le bord de l'anthère. Ici, on a ce qu'on appelle, c'est un sac, c'est la loge pollinique, et regardez, ici, naît le grain de pollen. Il est à l'intérieur de la fleur d'hibiscus. Et à un moment donné, l'anthère, quand elle est mature, elle va éclater, et les grains de pollen vont sortir à la surface. C'est ce qui s'est produit ici. Ça, c'est les étamines du tilleul. On voit les étamines, ici, les anthères, il y a une déhiscence, ça s'appelle, et regardez, tout ça, c'est des grains de pollen qui sont donc libérés. Et c'est ça, alors lorsqu'un insecte se promène dans cette fleur, eh bien, il va avoir des grains de pollen sur lui, parce que les grains de pollen qui sont transportés par les abeilles ont une particularité, ils sont très texturés, vous l'avez vu pour la rose trémière, donc ils restent accrochés et ils sont collants. Donc ils restent collés dans la toison de l'insecte et seront promenés de fleur en fleur. Alors qu'est-ce que c'est un grain de pollen? J'entends des fois dire que c'est l'équivalent de notre spermatozoïde. Pas du tout. Le grain de pollen, ce n'est pas l'équivalent du spermatozoïde. Le grain de pollen, c'est une très grosse cellule végétative qui va transporter l'équivalent du spermatozoïde aux autres fleurs. Le spermatozoïde, c'est une cellule très très fragile et donc elle ne pourrait pas survivre à l'extérieur. Il faut une structure très solide qui lui permet d'être transportée très loin et qui puisse profiter. Donc il y a une grande cellule végétale ici avec son noyau et à l'intérieur, voilà ce qui correspond au fameux spermatozoïde, c'est donc ce qu'on appelle la cellule génératrice. C'est cette cellule-là qui va féconder la fleur. Alors, ce grain de pollen, une fois qu'il est parti de la fleur, il est indépendant, il n'est plus protégé, il va être un organisme indépendant, il doit être très très résistant. Il est très résistant parce que regardez la coque bleue que j'ai dessinée ici, c'est fait de sporopollénine. C'est le biopolymère le plus résistant que l'on connaisse. Et pour preuve, on peut découvrir dans de l'ambre par exemple des pollens qui datent de l'époque paléontologique qui sont toujours encore structurellement observables, tout simplement parce qu'ils sont protégés par cette coque extrêmement résistante. Alors, le pollen, cette coque, peut avoir plusieurs aspects. Il peut être alvéolé, ça c'est la barbarie commune. La benoîte commune, ici, ça s'appelle une exine striée. Ici, on a pour le compagnon blanc, ça ressemble à une balle de golf. Et pour terminer, celui que j'ai déjà, ça c'est la mauve musquée. Alors ça, on appelle une exine équinulée. Alors pour les plus anciens, ça rappellera peut-être une mine sous-marine, mais les plus jeunes penseront, ça les fera peut-être penser au virus de la grippe, mais rassurez-vous, en beaucoup plus gentil. Donc voilà le pollen, et tout se passe là à l'intérieur, c'est très très protégé du monde environnant. Alors cette coque du grain de pollen est bien évidemment perforée, parce que ce gamète qui est à l'intérieur, s'il veut féconder la fleur, il faut qu'il sorte à quelque part, et bien il y a des pores germinatifs, qui sont donc des ouvertures pour que cette germination soit possible. On le voit très bien, ça c'est un pollen du noisetier, on voit très très bien le pore qui est visible et par lequel le gamète pourra sortir. Alors comment que ça se passe? La pollinisation, pour répondre à ta question. Donc un grain de pollen a été transporté par le vent, par un insecte, et il arrive sur le stigmate, qui est donc le bout du pistil, qui est collant, et il faut bien sûr que ce soit le stigmate d'une fleur qui correspond, qui est équivalente à la fleur qui a produit le grain de pollen. Donc il faut le déplacement du pollen, il faut l'adhérence, et une fois que ça colle, il y aura échange d'informations. La flèche rouge montre ici, il y aura échange. Le grain de pollen va vérifier, est-ce que je suis sur la bonne fleur? Si c'est une fleur d'hibiscus, elle ne pourra pas féconder une fleur de mauve, par exemple. Il faut que ce soit la même chose. Et c'est ces échanges qui vont vérifier ce point. Alors, si ces échanges révèlent que j'ai atterri sur la même espèce, mais c'est une autre fleur, parce que je veux une fécondation croisée pour avoir un brassage génétique qui est favorable, dans ce cas-là, le grain de pollen va germer. Il va germer et il va envoyer un tube pollinique dans le pistil jusque vers l'ovule de la plante qu'il va féconder. Alors, avez-vous déjà vu germer un grain de pollen? Alors, je vais vous le montrer en dessin d'abord. Alors, voilà ce qui se produit.
Donc, le tube pollinique, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est quoi? Transporter cette fameuse gamète, cette fameuse cellule reproductrice, vers l'ovaire pour féconder la fleur. Donc voilà, il y a un petit tube qui va sortir, qui va protéger le gamète et qui va le transporter jusqu'à l'ovaire et féconder la fleur. Alors voilà la réalité. On a, ça c'est un grain de pollen germé, voilà le grain de pollen, voilà le tube pollinique. Voilà. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison, vous pouvez l'observer à la maison. Regardez, ça, devant le labo, il y a cette fleur qui pousse au printemps. J'ai pris les étamines. J'ai mis dans une boîte de pétri, vous prenez n'importe quoi, une petite gélose, un gel d'agar par exemple, une gélose que vous prenez pour la cuisine, et vous, quand vous le chauffez, vous mettez 10% de sucre de table dedans. C'est le milieu nutritif. Et là-dessus, j'ai pris les étamines, j'ai secoué. Ça, c'est les grains de pollen de cette fleur qui sont sur la gélose. Alors regardez, ça c'est au temps zéro. Donc je vais regarder ça un instant plus tard, 30 minutes plus tard. Vous avez vu apparaître ça. On va regarder de nouveau, regardez, temps zéro, 30 minutes plus tard. On a germination du grain de pollen. Maintenant, je vais prendre une photo toutes les 15 secondes et vous allez voir comment le pollen va germer. Plus 15, plus 15, plus 15. Voilà, voilà. Voilà. Donc vous avez vu, ça c'est une expérience que vous pouvez faire à la maison et vous pouvez le voir, même à l'œil nu, vous allez voir les petits tubes qui sortent. Vous utilisez un petit colorant ensuite, type bleu de méthylène, et vous pouvez voir le grain de pollen germer. Et donc là-dedans est transporté le gamète qui va aller jusqu'à l'ovaire de la fleur et fructifier la fleur. Alors voilà la même chose, observez au microscope électronique cette fois-ci. Ça c'est le pistil du tilleul, ça c'est le pistil. Et en jaune ici vous avez les grains de pollen qui ont été apportés par le vent, par des insectes, et voilà. Et alors ces grains de pollen vont donc germer sur le pistil comme je l'ai montré. Ils vont germer à travers ce pore, ça c'est le pollen du tilleul, ça c'est le pore, et voilà, il y aura germination, et regardez ici, on voit un tube pollinique qui est déjà sorti à travers le pore. Et regardez sur cette photo, ça c'est le grain de pollen, le tube pollinique qui sort, et qui s'enfonce ici dans le stigmate, qui va donc emmener le gamète et l'emmener vers l'ovule. Ça c'est donc l'histoire de la pollinisation. Voilà comment ça se passe. Alors, on l'a compris, pour que ce phénomène se produise, il faut que le grain de pollen soit transporté sur le bon pistil. Il y a donc besoin, on appelle ça un vecteur, un véhicule. Alors ça peut être le vent, ça peut être un lézard, ça peut être une mouche, ça peut être une abeille. Donc ce véhicule, le voilà, mais il faut qu'un véhicule transporte ce grain de pollen. Alors voilà par exemple un taxi qui est emprunté par le pollen. Regardez cette abeille ici, sur la fleur, elle est saupoudrée de grains jaunes. Cette même abeille, là où il y a la flèche, j'ai agrandi ça au microscope, ça c'est la patte de l'abeille, ça c'est les poils qui lui donnent la couleur, la toison, et regardez, tout ça c'est des grains de pollen. Ils sont collants, ils s'accrochent partout. Et l'éclair que ce pollen accroché et même collé, lorsque l'abeille se promène sur une autre fleur, eh bien, elle va tout naturellement en perdre et polliniser. Regardez, ça c'est le bord de l'aile qui est muni chez l'abeille, et pas chez la mouche, chez l'abeille de ces petits crochets, pour qu'elle puisse accrocher les deux ailes ensemble. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Des grains de pollen. Il y en a partout. Partout, il y a des grains de pollen. Et regardez la patte, et il est clair qu'un insecte avec une patte couverte avec du pollen comme ça, il suffit qu'il se pose sur une autre fleur, et la pollinisation est déjà en route. Alors, cela marche, on l'a vu bien entendu, uniquement si le taxi amène le grain de pollen dans la bonne gare, c'est-à-dire sur la bonne fleur. S'il ramène le pollen sur d'autres fleurs, ça ne marche pas. Et là, on verra que l'abeille domestique, celle qui est élevée par les apiculteurs, joue un rôle fondamental parce que l'abeille domestique a une particularité que nous verrons tout à l'heure. Alors, qui pollinise maintenant? On a vu la pollinisation, mais qui sont les acteurs de la pollinisation? Alors, les pollinisateurs sont assez nombreux. Il n'y a pas que les insectes. Il y a beaucoup d'invertébrés. On appelle ça des invertébrés. Ça, c'est un bourdon. Il y a des lézards, des chauves-souris, des oiseaux, etc. Figurez-vous que même dans la mer, on a très récemment découvert des petits crustacés qui pollinisent la fleur, des fleurs aquatiques, à savoir l'herbe à tortue. Ils vont donc dans les fleurs mâles, ils ont dans leur carapace des grains de pollen qui se coincent, et ils vont après sur les fleurs femelles et ils perdent des grains de pollen. Alors, regardons maintenant, on va surtout s'intéresser au mécanisme de cette pollinisation. Alors, on l'a vu, la pollinisation c'est quoi? C'est le transport du pollen, des anthères qui produisent le pollen, et ça va arriver jusqu'aux récepteurs qui sont
les stigmates, donc le bout des pistils. Alors le vent joue un rôle, c'est un vecteur de pollen, mais seulement pour 10% des plantes à fleurs. C'est donc un petit acteur. Et vous imaginez bien, le vent, il souffle, mais ça dépend vers où il souffle. Hein. Si la fleur qu'il faut polliniser est de l'autre côté, ça ne marche pas. Donc on voit que c'est quelque chose d'assez rigide. La pollinisation par les insectes, ce qu'on appelle donc l'entomogamie, c'est la méthode de fertilisation la plus répandue, donc un insecte qui pollinise, la plus diversifiée, je vais vous montrer quelques exemples, et la plus efficace. Alors, dans la famille des insectes, on ne va pas s'intéresser aux vertébrés, on va s'intéresser qu'aux aux insectes, eh bien, on va s'intéresser à ces pollinisateurs. Alors, d'abord, quels sont les plus anciens pollinisateurs qu'on connaisse sur la planète? Alors, je vais vous aider, le voilà. Est-ce que vous le reconnaissez? Ah bon, j'ai pris un exemplaire français, mais le suisse ressemble quand même pas mal. Est-ce que cette bestiole vous parle? Non, un acarien n'est pas un insecte. C'est un insecte. Une fourmi. Alors regardez la taille, donc 200 micromètres, c'est donc très très petit. Alors je vais vous aider. Grenouille, oui, bon, avec des antennes. Alors voilà, ça vous parle. Regardez la taille d'allumette. En automne, dans vos fenêtres, dans les feuillères de fenêtres, même dans les livres, etc., ce sont les thrips. Des thrips. D'ailleurs, qui n'a pas acheté d'insecticide anti-thrips? D'accord? Donc les thrips. Alors les thrips, pourquoi ils sont efficaces? Eh bien, parce qu'ils sont très, très nombreux. Ce n'est pas en soi des machines de pollinisation, mais ils sont tellement nombreux qu'ils font un bon travail de pollinisation. En tout cas, si je vous le montre, c'est tout simplement parce que le thrips, des thrips couverts de pollen ont été découverts dans de l'ambre avec des grains de pollen de ginkgo sur eux, et c'est la plus ancienne preuve directe de pollinisation. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque des dinosaures, le thrips faisait œuvre de pollinisateur. Ça, c'est sûr. Alors, à l'heure actuelle, c'est le plus ancien connu, mais bon, les recherches peuvent toujours en montrer un autre, mais à ce jour, c'est le plus ancien. Alors, les discrets. Il y a des pollinisateurs très discrets, on n'en parle pas beaucoup, c'est les diptères ou les mouches, si vous préférez. Alors, ils jouent un rôle important pour les petites fleurs et surtout la pollinisation en altitude. Et donc, pas que les abeilles, vous voyez. Alors, les diptères, les mouches, la grande famille des mouches, viennent surtout se servir en nectar. Mais il y en a certains diptères, les cirphes par exemple, eux, s'intéressent au nectar et au pollen. Donc on voit que c'est un pollinisateur dont il faut tenir compte. On va continuer. Les rustiques. Alors les plus rustiques, c'est les coléoptères. Ils sont très peu performants et on va voir pourquoi. Alors le coléoptère, il pollinise. Regardez, l'antenne est couverte de pollen. Ici, il y a du pollen, donc c'est clair. S'il va sur une autre fleur de mauve, les punaises raffolent des mauves. Donc s'il va sur une autre fleur, il va polliniser. Mais il a un défaut, c'est qu'il broute les étamines. Il est clair que le fruit prendra un sérieux coup lorsqu'il manque la moitié des étamines. Donc, premièrement, il broute les étamines, et deuxièmement, vous voyez, tout le pollen ici qui assure ce coléoptère, ça pourrait donc être un bon pollinisateur, mais il est tellement lent, le temps qu'il arrive sur la fleur suivante, le pollen n'est plus tellement frais, plus assez frais, en tout cas, pour être efficace. Alors, les plus fascinants, c'est forcément les papillons. Qui n'a pas observé un papillon sur une fleur? Et contrairement à ce qu'on pense, c'est surtout les papillons de nuit qui jouent un rôle important dans la pollinisation. Ce sont en tout cas les papillons avec quelques coléoptères les seuls qui pollinisent la nuit. Or, il y a des fleurs qui veulent être pollinisées la nuit. Ils sont très efficaces. Alors pourquoi sont-ils tellement efficaces? Eh bien, ils ont une longue trompe. Vous avez tous déjà vu une trompe de papillon. Et cette trompe a une particularité, elle a un coude ici. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, au repos, la trompe, elle est enroulée. Il déroule sa trompe, qui fonctionne comme une paille avec laquelle vous buvez un jus de fruits. Donc, il sera très intéressé par des nectars qui ne sont pas trop visqueux, assez liquides, sinon il n'arrive pas à les aspirer. Donc, vous voyez déjà que les insectes peuvent se spécialiser en fonction de l'outil qu'ils ont. Donc, lui, une paille. Et il va tremper, il va dérouler la trompe, il l'enfonce au fond de la corolle. Et grâce au coude, il va tourner et ça va faire le tour de la corolle. Comme il y a ce petit axe, et ça va vraiment frotter les étamines, et quand il sort, il y a plein d'étamines, plein de grains de pollen dessus. Et donc, en se promenant, aller à la suivante, il va polliniser de manière très efficace.
Alors voilà un exemple que vous connaissez, le morosphinx. D'aucuns pensent que c'est des colibris. Bien sûr, ce n'est pas un oiseau, c'est un invertébré. Donc il fait du surplace devant les fleurs, et avec sa très longue trompe, beaucoup plus longue que son corps, la voilà ici, donc il va chercher du nectar. Et alors, c'est un papillon de nuit, c'est le soir qu'on le voit, à la tombée de la nuit. Alors il est très efficace parce qu'il a une qualité, il visite généralement toujours le même type de fleurs. Donc il va ramener le bon pollen sur le bon pistil. Voilà, et maintenant, ce qui nous intéresse, les champions. Les champions de la pollinisation, bien entendu, c'est pour ça que vous êtes là, en tout cas tous ceux qui sont les gilets jaunes là, je pense que c'est pour ça qu'ils sont là. Les abeilles, quand je dis les abeilles, c'est les apidés, hein, abeilles et bourdons. Alors, on compte à peu près dans nos régions, à peu près 1000 espèces d'abeilles et de bourdons. Alors ça, j'ai photographié ça au Jardin des Plantes à Paris. Il ne faut pas, bien sûr, oublier, dans toutes ces abeilles, ces espèces sauvages, les abeilles sauvages, qui, nous allons le voir, jouent un rôle prépondérant dans la pollinisation. Il n'y a pas que l'abeille dite domestique. Voilà. Alors voilà les exemples. Ça, c'est l'abeille qui est élevée par l'apiculteur, une abeille sociale. Bon, en comparaison, ici, la guêpe, donc vous voyez, la taille est à peu près équivalente. Mais regardez au milieu, ici, ça, c'est des abeilles solitaires. Il y en a plus de 900 espèces, vous pouvez les voir. Vous voyez, certaines sont toutes petites, mais elles sont toutes efficaces. Donc on dit sauvages, parce qu'on ne peut pas les garder dans une ruche, mais elles sont surtout, avant tout, solitaires. Et enfin, à gauche, vous reconnaissez des bourdons. Ça, c'est deux espèces de bourdons. Alors, vous voyez déjà le bourdon, bon, il a une certaine taille, et surtout, regardez, une très longue langue, donc il peut aller dans des corolles assez profondes. Alors voilà, pour parler des abeilles sauvages, je vais donner quelques exemples. On va commencer à celles qui arrivent le plus tôt, chronologiquement. Au mois de mars, vous allez observer cette osmie, qui a un abdomen roux, on en voit beaucoup. En réalité, c'est surtout eux qui pollinisent les arbres fruitiers, parce qu'ils commencent ils sortent beaucoup plus tôt que l'abeille domestique. Donc ça, c'est l'abeille dite maçonne, la première à apparaître. En fait, ensuite, il y en a tout plein qui sont un peu spécialisés. Ça, c'est par exemple l'andrène de la brionne. C'est une abeille solitaire qui a une particularité, la langue est courte. Donc elle ne peut pas aller sur une fleur à corolle. Et elle s'est spécialisée sur cette plante-là qu'on appelle la brionne. On la voit surtout là, et regardez les grains de pollen. Donc évidemment, elle va faire son travail de pollinisateur. Et comme elle va que sur de la brionne, elle va aller sur des fleurs mâles, des fleurs femelles, et elle va faire son œuvre de pollinisation. Alors donc ça c'est l'andrène de la brionne. L'abeille charpentière, vous en avez déjà vu? C'est la plus grande des abeilles, l'envergure 50 mm. Alors on en a beaucoup plus depuis la tempête de 99, l'otard, parce que c'est une abeille qui nidifie dans du bois mort, et quand beaucoup d'arbres étaient abattus dans les Vosges en tout cas, on n'a pas pu les ramasser assez tôt, il a pourri, et donc les abeilles charpentières avaient la possibilité de nidifier très facilement dans du bois mort, ils ont pu se reproduire beaucoup plus rapidement. Mais elle est chez nous depuis très 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 longtemps. On les découvre souvent. Alors c'est une abeille qui peut vous effrayer parce que le mâle patrouille sur des chemins précis, toujours les mêmes chemins pour attendre des femelles. Et si vous êtes dans le jardin et vous êtes dans ce chemin, il vous explique, mais le mâle ne pique pas, donc on n'a pas besoin d'avoir peur, mais il est très bruyant, il vous explique que vous êtes, qu'il est en train de travailler, voilà, donc qu'il ne faut pas le déranger. Bien, et enfin, la dernière à apparaître dans nos régions, et d'ailleurs qui a été décrite très récemment, c'est la collette du lierre. Alors la collette du lierre, vous allez faire attention cet automne. Quand vous regardez sur du lierre, il n'y a que des insectes qui ressemblent aux Dalton, ils sont tous rayés. Il y a la guêpe, il y a notre abeille, mais surtout celui-là. Pour moi, c'est la plus belle des abeilles. Elle est magnifique, elle a été découverte récemment. Alors, on la trouve beaucoup sur le lierre parce que ça correspond à sa période de nidification, mais on en trouve également, si par exemple le lierre n'est pas présent ou il a été abîmé, on en trouve par exemple sur de la solidage. Mais c'est surtout là, et c'est la plus tardive des abeilles chez nous. Enfin, le bourdon, j'en ai déjà parlé. Alors le bourdon, c'est un pollinisateur extrêmement efficace, on l'a vu pour les tomates. Il butine plus de 300 espèces de plantes dans nos régions. Et regardez ici, sur une fleur de tournesol, il est tout jaune. Et là, il sort d'une fleur d'hibiscus, on ne le voit pratiquement pas tellement il est couvert de pollen. Pourquoi? Il est vraiment très poilu. Donc il retient beaucoup de grains de pollen, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, ces pollinisateurs se complètent. L'abeille, je vous l'avais dit, elle ne va pas beaucoup vers la tomate parce qu'il n'y a pas de nectar. On l'a vu, elle vient surtout chercher du nectar. Donc, le bourdon vient
il va vibrer la fleur. Ici, vous voyez, les pores, les grains de pollen vont sortir, vont aller sur le pistil, et c'est grâce au bourdon, grâce à la vibration du bourdon, que les tomates peuvent être fructifiées. Alors, je pense vous avoir convaincu, ces fameux champions dont j'ai parlé, les abeilles, que ce soit sociales ou solitaires, c'est le plus important groupe de pollinisateurs. D'aucuns nous reprochent des fois de parler que des abeilles, mais c'est vraiment les champions de la pollinisation. Il faut dire ce qui est. Et quand je dis les abeilles, c'est bien sûr les 1000 espèces avec les sauvages. Alors elles visitent dans nos régions plus de 90% des 107 cultures les plus importantes. Ça c'est très important pour notre alimentation. C'est donc un pollinisateur très efficace. Pourquoi ? Parce qu'il pratique la fidélité florale. Ça vous parle, la fidélité florale ? Les apiculteurs ? L'abeille, lorsqu'elle sort butiner la première fois, elle ne connaît pas le métier. Elle doit apprendre le métier. Donc elle va aller, elle va suivre les autres. Il y a aussi la danse, d'abord elle va suivre la masse. Elle va arriver sur une fleur. C'est la fleur qui, en ce moment, est butinée par la ruche, Acacia par exemple. Et elle arrive sur la fleur, mais figurez-vous que ce n'est pas inné, elle ne s'est pas ramassée naturellement, elle ne l'a jamais fait avant. Donc elle va apprendre les gestes de butinage. Elle va les apprendre. Or, toutes les fleurs sont différentes, et si elle va sur une autre fleur, elle doit faire d'autres gestes. Et comme elle a une très bonne mémoire, l'abeille, elle va mémoriser ce geste, et pour être efficace, elle aura tendance à aller toujours sur le même type de fleur, parce qu'elle connaît les gestes, et plus elle les fait, plus elle devient efficace, rapide, et donc c'est ça qui entraîne la fidélité florale. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir un miel d'acacia relativement pur, et que des grandes cultures peuvent être fructifiées par cet insecte. Voilà donc, on a vu ce que c'est la pollinisation, on a vu qui pollinise, maintenant on va parler, je vous l'ai dit en introduction, il ne faut pas parler de la pollinisation, c'est les processus de pollinisation. Alors, je vais vous en montrer juste trois, pour vous montrer que c'est quelque chose d'extrêmement varié, extrêmement riche. Alors, cette plante, vous la connaissez peut-être, le yucca, vous en avez dans vos appartements. Lorsqu'il pousse dans un parc, il fleurit, vous avez déjà vu cette fleur du yucca, en ce moment il y en a, et c'est un entomogame strict, c'est-à-dire il peut être uniquement fertilisé par un insecte, et par un insecte très particulier, par une teigne très particulière. Alors, je vais vous montrer un exemple d'un insecte qui va polliniser cette fleur, mais pour une raison tout à fait égoïste. Lui, il n'en a rien à faire de votre yucca, qu'il fleurisse ou qu'il ait... D'ailleurs, ils n'ont pas de fruits chez nous, les yuccas. Aucun yucca chez nous n'a de fruits, tout simplement parce que cette teigne n'existe pas chez nous. Le yucca est originaire d'Amérique centrale et il ne produit pas de fruits. Il y a une seule espèce, mais ce n'est pas celui-là qui peut en avoir. Mais celui-là que je vous montre ici, il ne peut pas avoir de fruits parce qu'il faut un pollinisateur spécialisé. Et je vais vous montrer un mécanisme très égoïste de la part de l'insecte et qui va permettre à cette plante d'avoir un fruit. Alors voilà, ça c'est la teigne du yucca. Et elle a une particularité, alors c'est un petit papillon assez primitif qui a des mandibules atypiques, il n'y a que lui qui l'a, qui lui permettent de ramasser le pollen qui est produit ici, l'étamine, l'anthère, cette pièce jaune c'est l'anthère, là elle cherche du pollen et elle le rassemble, elle fait une boulette qu'elle garde sous la tête. Et cette pièce buccale unique fait donc que c'est ce papillon, et uniquement ce papillon, qui n'est pas chez nous, qui va fructifier la plante. Alors, deuxièmement, lorsqu'il a cette boulette, il va ensuite regarder le pistil. C'est un pistil très particulier, il est soudé, c'est un tube, et pour fructifier, ça se passe ici en bas à l'intérieur. J'ai donc coupé le pistil, le voilà, et les ovules se trouvent ici, à l'intérieur, ça se trouve ici en bas. Donc il faut qu'il pose ses œufs à l'intérieur dans le pistil. Et c'est ce qu'il va faire. La teigne va enfoncer son ovipositeur ici, latéralement, et va pondre ses œufs ici, au niveau des ovules. Alors pas de tous les ovules, elle va pondre à peu près cette teigne sur la moitié des ovules, parce qu'elle ne veut pas tuer la plante. Elle veut justement que la plante produise des graines, parce que les chenilles qui vont éclore de ces œufs, ils sont extrêmement difficiles. C'est ça les jeunes d'aujourd'hui. Elles ne mangent que des graines de yucca. Et donc, s'il veut survivre, si cette teigne veut survivre, il faut
qu'il fasse fructifier cette plante pour que ces petits aient de quoi manger. Alors, le papillon est venu, il a fait la boulette, il a enfoncé son ovipositeur, comme je le montre avec la flèche, a pondu les œufs, et maintenant, il veut que la plante fasse des graines. Alors, pour qu'elle fasse des graines, le papillon remonte, il a pondu les œufs, il remonte ici, et il prend, avec ses pattes, une partie de la boulette, il va l'enfoncer dans la fleur, pour que la fleur donne des graines, et que son papillon, que voilà, il y aura ainsi du pollen, et il faut que cette plante soit fructifiée. Donc c'est une pollinisation intentionnelle, mais tout à fait égoïste. À maturité, un certain nombre de ces graines serviront de nourriture, c'est donc un bénéfice réciproque, mais il est clair que l'avantage est pour l'insecte. C'est-à-dire, il faut que la plante accepte de sacrifier un certain nombre de graines. Mais grâce à lui, elle va quand même faire des petits et se reproduire. Donc voilà un premier exemple de processus où on voit que l'insecte agit de manière tout à fait égoïste. Voilà un deuxième cas de figure. Cette fois-ci, c'est la plante qui est plus malin. Et je vais vous montrer un cas de tromperie. Alors, l'arôme d'Italie, ou le gouet, vous connaissez certainement cette plante. Voilà, dans nos jardins, on en a dans les forêts également. Alors, la particularité, c'est qu'il y a une feuille encornée ici, la spathe, et ça, on appelle ça le spadis, ça ressemble à un petit micro. Or, cette petite pièce ici, sa température varie en fonction du moment de la journée. Alors voilà ici un thermogramme, ici vous avez les heures, et on voit qu'en soirée, vers 18 heures, regardez la température de cette petite pièce ici, est de 18 degrés plus élevée que la température ambiante. Et comme cette température augmente, il y a émission de substances volatiles qui partent dans l'air et qui font penser à cette odeur cadavérique. Or, vous le savez, les mouches aiment les cadavres. Et donc, ça va attirer des mouches. Donc, une mouche gourmande va être attirée par la présence, elle croit qu'il y a une ressource, mais cette ressource n'existe pas. Donc, la mouche va venir, elle va être attirée, elle va se poser là-dessus, et là, il y a une cire qui fait que la mouche va glisser, 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 elle va s'enfoncer jusque dans le tube que nous voyons ici, et elle va être prisonnière dans ce petit tube. Donc la plante l'a attirée, elle lui a fait croire qu'il y a à manger, mais il n'y a pas à manger, et là-dedans, la mouche, alors vous imaginez une mouche enfermée là-dedans, ça volette dans tous les sens, alors la voilà, elle volait dans tous les sens, et elle ne peut pas sortir, parce qu'il y a un anneau de poils, ici, elle pouvait rentrer, parce que par la gravité, elle est tombée dedans, elle a glissé, mais pour sortir, il faut voler, elle n'arrive pas. Donc elle est prisonnière, et regardez, elle est couverte de pollen. Pourquoi? Parce qu'elle a un appétit qui est plus gros que sa mémoire, parce que la même chose lui est arrivée le jour d'avant, mais elle ne s'en souvient plus. Donc, elle a du pollen d'une fleur autre, et elle s'est fait piéger avec ce pollen. Qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, en voletant, elle va perdre ce pollen qui va se déposer sur les fleurs femelles de son piège. Ensuite, le lendemain matin, en début d'après-midi, voilà que les fleurs mâles éclosent, et ces fleurs mâles vont bien sûr à leur tour perdre le pollen. Et donc ce pollen, comme elle continue à essayer de sortir, elle s'agite, et bien ça c'est le nouveau pollen qui s'est déposé sur cette petite mouche. Et puis, en fin de compte, 24 heures après, les poils supérieurs sèchent, le chemin est libre, elle sort, fonce, et quelques heures après, elle aura oublié, elle fera la même chose sur une autre fleur. Voilà, et c'est grâce à ça que le gouet donne son fruit. Donc vous voyez, cette fois-ci, c'était la fleur qui était plus astucieuse, qui a utilisé l'insecte. Et il y a même des plantes qui savent filtrer les pollinisateurs. Par exemple ici, ça c'est une plante de Chine très très connue, elle sait attirer les pollinisateurs qui pollinisent, mais il y en a d'autres qui viennent pour se servir, elle ne veut pas être un libre service, elle ne veut pas de voleur de nectar, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle sécrète dans son nectar des substances qui ont une certaine amertume, qui vont attirer l'abeille asiatique, Apis cerana, c'est une abeille que connaissent les apiculteurs, la voilà, mais qui va décourager le frelon et le bourdon local. Alors ne pensez pas que ça se produit qu'en Chine. Hein. Chez nous, par exemple, le tabac utilise la même méthode en dosant la nicotine dans le nectar. Donc c'est le même principe, sauf que celui-là a été beaucoup étudié. Bien, voyons maintenant, on a vu les processus, mais qu'est-ce qui anime l'un vers l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette interaction entre le monde animal et le monde végétal? Alors, voilà ce qu'on pense souvent, que c'est un monde tout beau, fait d'amour, qui a un coup de foudre, qui a un amour fou à la Roméo-Juliette entre le monde animal et le monde végétal. Mais il n'en est rien.
Bon, il y a une attirance, c'est clair, mais ils n'iront pas jusqu'à, comme Roméo et Juliette, mourir l'un pour l'autre. Ça, c'est hors de question. S'ils le font, c'est parce qu'il y a une récompense. Donc, c'est pas du tout ça. Ça, c'est la version romancée qu'on raconte souvent, et c'est à cause de ça qu'on pense que c'est quelque chose qui est perpétuel, parce que le pollinisateur, il est fou amoureux de la fleur. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, on entend souvent, on peut lire, on parle de coévolution. Alors, c'est bien beau, entre plantes et fleurs, c'est vrai, mais c'est pas uniquement ça qui a donné naissance à des mutualismes et que tout le monde s'aime dans l'histoire. C'est pas si simple que ça. Depuis les années 2000, depuis le début des années 2000, on étudie beaucoup ce phénomène et on a compris une chose. C'est que, pour la fleur, le seul but, qu'est-ce qu'elle veut, elle veut être pollinisée. Elle n'en a rien à faire que vos abeilles fassent du miel, etc. Ce n'est pas son problème. Elle veut être pollinisée. Elle veut se reproduire. L'insecte, lui, il pense qu'à manger. Lui, ça lui est complètement égal hein, que vous aviez des framboises dans le jardin. Hein. Lui, il veut se nourrir. Ben, il se trouve qu'avec ces deux égoïsmes, eh bien, ça fonctionne ensemble. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces collaborations existent, mais elles ne sont ni gratuites ni altruistes. Or, si quelque chose n'est pas gratuit, altruiste, ça peut s'arrêter n'importe quand. C'est-à-dire, ils ne seront pas attirés comme des aimants l'un vers l'autre. Alors, les objectifs respectifs sont les mêmes. Hein. Dans le monde végétal, eh bien, l'églantine, elle veut faire son fruit. On a vu l'osmie tout à l'heure, l'abeille maçonne, elle veut aussi manger pour pouvoir faire des petits et nourrir ses petits. Ça vient de la plante. Hein. Donc, chacun a son objectif. Alors, pourquoi sont-ils tellement différents? Eh bien, c'est de la biologie, c'est de la physiologie. La fleur, elle sait fabriquer elle-même, synthétiser sa matière organique. Elle puise dans le sol les minéraux, le dioxyde de carbone dans l'air, et grâce à la lumière, l'énergie suffit pour fabriquer ses glucides. Elle n'a donc pas besoin de se balader, elle arrive avec cette énergie. Or, le monde animal, les pollinisateurs, ils doivent manger. Ils doivent manger parce que l'énergie que la plante reçoit par les photons ne marche pas sur l'insecte. Donc, les animaux doivent se nourrir de constituants organiques préexistants. Ça peut être végétal ou animal. Ça peut être une petite chenille, mais ça peut être un grain de pollen. C'est également des protides. Et elle va utiliser l'énergie de ce qu'elle mange pour vivre, pour faire tourner sa machinerie. Donc, on voit que ce sont deux mondes absolument opposés et qui sont absolument séparés. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'y a pas de morale dans tout ça. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'amour, ce sont des comportements, je vous en ai montré, j'ai montré un comportement égoïste, il y a de la duperie là-dedans, c'est-à-dire chacun veut se reproduire. Et la croyance d'une relation mutualiste qui ne voit que des gagnants, ça c'est un mythe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors voyons par exemple, pour la production du nectar, alors ça c'est une fleur de colza, j'ai arraché les pétales ici. Ici, si vous regardez, en fin de matinée, ici, vous allez voir des gouttelettes qui apparaissent sur ces nectaires. Et ici, il y aura ces sécrétions sucrées qu'on appelle le nectar et que l'abeille va venir chercher. Alors, il ne faut surtout pas penser que cette fleur de colza, par exemple, elle réfléchit tous les soirs à trouver une nouvelle recette de nectar pour attirer plus d'abeilles. Elle ne réfléchit pas. Ça se passe dans l'autre sens. Parce qu'en général, les êtres vivants, quels qu'ils soient, ils se reproduisent à l'identique, ou presque. Quand je dis presque, c'est-à-dire qu'il y a des accidents qui arrivent dans les copies. Et par exemple, il se produit de temps en temps une légère modification du génétique qui va modifier le métabolisme. Et voilà la plante où elle a un nectar plus sucré ou plus amer. Donc, avec de la nicotine, par exemple, ça va repousser certaines plantes. Donc, il se trouve que son nectar est plus appétissant. Résultat, elle est plus fréquentée par les insectes et elle va être mieux pollinisée. Elle a donc plus de fruits et donc c'est elle qui va se répandre et qui va se disséminer. C'est dans ce sens qu'il faut voir l'histoire. La modification accidentelle, c'est elle qui favorise la multiplication et la diversion. Et ce qu'on a vu avec Roméo et Juliette, bien sûr, c'est romancé. Les nouvelles acquisitions morphologiques, c'est toujours l'idée, c'est un moyen d'approfondir une relation. Ce n'est pas un moyen d'approfondir une relation mutuelle, c'est avant tout un moyen égoïste d'exploiter l'autre, d'avoir plus de nectar ou d'être plus pollinisé. Dans la vraie vie, on l'a donc vu, l'interaction entre ces deux mondes, c'est un challenge qui peut ressembler à un combat. Alors on a deux protagonistes dans ce combat. À gauche, vous reconnaissez, c'est la fleur qui appartient au règne végétal, assez grande, quelques grammes à la pesée, sédentaire, elle ne bouge pas,
mais terriblement séductrice. Elle sait attirer avec des parfums. À droite, eh bien, l'autre protagoniste, le pollinisateur, règne animal, plutôt petit, quelques 100 mg pour les abeilles en tous les cas, très mobile, bouge partout, et un fouineur hors pair, sans beaucoup, cherche les bons coups. Eh bien, c'est constamment un combat entre ces deux mondes. Et je vais vous montrer deux exemples. D'abord, insectes gagnants. Par exemple, la fleur de consoude, vous l'avez déjà vue, c'est une fleur dont les pétales sont très soudés ensemble. Et regardez, elle est très nectarifère, elle attire les insectes. Alors, regardez ça c'est un bourdon discipliné, il veut travailler correctement. Il essaye de chercher le nectar par ici, mais c'est extrêmement difficile. Vous allez prendre une fleur de consoude, essayer avec une pointe de rentrer dedans, c'est très très difficile. Alors, comme il n'est pas tout à fait bête, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il n'y arrive pas, il fait un petit trou ici et il va voler le nectar à la source. Donc, sans passer par les étamines, il ne va donc pas polliniser, il va chercher ici le nectar. Et bien entendu, alors lui, il peut le faire parce qu'il a des mandibules très puissantes, mais l'abeille qui va passer derrière, ici, la nôtre, elle ne va pas se gêner, elle va également prendre le raccourci pour chercher le nectar. Donc, on a vu ici, c'est les insectes gagnants dans le combat. Mais voilà un autre cas de végétal gagnant. Alors, c'est la balsamine de l'Himalaya. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup ici. Dans la plaine d'Alsace, c'est une vraie plaie. C'est une fleur qui fait 2 mètres de haut, qui couvre tous les sous-bois humides. Et il se trouve qu'elle produit un nectar dont raffolent les abeilles et qui donne un excellent miel un peu citronné. Et ce nectar est tellement bon que l'abeille, elle est folle de cette fleur et elle va négliger les autres petites fleurs et être attirée essentiellement par elle et va donc, ça déséquilibre bien sûr la végétation. Donc ça c'est un exemple de plante gagnante. Alors depuis que j'en parle, vous l'avez bien compris, j'ai parlé de pistils, d'étamines, de spermatozoïdes, ça t'a fait rigoler. Vous avez compris que c'est une affaire, il y a la sexualité là-dedans. D'ailleurs on dit que les plantes sont bisexuées, les hermaphrodites. C'est la réalité. Et qui dit reproduction sexuée, dit maladie sexuellement transmissible. Et ça existe chez les plantes. Les plantes peuvent être affectées par des maladies, sauf si elles se protègent, elles peuvent être protégées. Alors voilà par exemple un champignon. Alors, il faut savoir que sur les pétales, il n'y a pas de cuticule. C'est donc une porte d'entrée pour des champignons et des bactéries, très très facile. Or, les pollinisateurs, ils vont se poser sur les pétales. Et il est clair, s'ils ramènent des champignons et des virus, etc., eh bien, ils peuvent les transmettre avec le pollen, ils peuvent les transmettre en allant de fleur à fleur. Et donc, les plantes sont exposées à des pathogènes qui peuvent être véhiculés par les pollinisateurs. Or, la plante, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que beaucoup de pollinisateurs viennent avec des pollens différents pour avoir un brassage génétique. Mais en faisant ça, en ayant beaucoup de partenaires sexuels, elle augmente le risque de transmission de maladies sexuellement transmissibles. Et regardez un exemple qui est bien connu. Ça, c'est la fleur du compagnon blanc. Là, on voit les étamines sont bien blanches, elles sont saines. Or, il existe un champignon qui produit la maladie du charbon des anthères. Et ce sont les pollinisateurs, en allant de fleur en fleur, qui dispersent ce champignon. Alors regardez les spores ici, ça c'est la fleur malade, la fleur atteinte. Eh bien, les étamines sont noires tout simplement parce que la spore de ce champignon, elle est violette. Elle est violette et ainsi les anthères vont se colorer en violet. Et c'est donc bien ce que je décris ici, les caractéristiques d'une MST. Donc, c'est un phénomène qui existe. Alors vous l'aurez compris, et c'est le but de ma conférence, la pollinisation, c'est extrêmement fragile. Il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien de perpétuel. C'est quelque chose qu'il faut protéger parce que il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des ruptures d'équilibre avec des cascades qui peuvent être extrêmement gênantes pour nous dans l'avenir. Alors, on l'a vu, il n'est pas question d'un mode de pollinisation, ce sont des pollinisations qui sont autant de mécanismes, on l'a vu, très très sophistiqués. Et vous voyez bien ici, si ici un élément de transmission est abîmé ou manquant, s'il manque une pièce, l'ensemble peut être enrayé et s'arrêter. Donc on voit que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et pas penser parce qu'il y a un insecte ou une fleur qui disparaît que ça n'entraîne pas de conséquences. Alors, et pour montrer combien c'est complexe, dans une étude récente, 2014, on a montré que
la fleur de sureau noir qui se donne ces fruits que vous connaissez, eh bien, cette fleur de sureau noir, son parfum n'est pas que dû à ses propres sécrétions, mais également à des bactéries et des champignons qui poussent naturellement là-dessus. C'est le microbiote de la fleur qui participe à la nature du parfum de la fleur. Par exemple, ce qu'on appelle la transpiration des aisselles, ce goût, cette odeur, il faut savoir que ce que vous sentez, ce n'est pas la sueur. Ce sont des bactéries qui s'alimentent de votre sueur et qui, dans un deuxième temps, produisent cette odeur. Bien là, c'est pareil, les bactéries, le microbiote, elles vivent là-dessus et elles sécrètent des molécules volatiles qui contribuent à donner cette odeur très caractéristique de la fleur de sureau. Eh bien, il a été montré que les pesticides, vous savez qu'on utilise des fongicides sur les plantes, mais également beaucoup de pesticides sont antibiotiques. Donc, si des levures ou des bactéries de ce microbiote disparaissent, ça déséquilibre les émissions de terpènes, qui sont ces odeurs, qui sont même diminuées en la mesurée de 2/3. Résultat, eh bien, les insectes pollinisateurs ne sont plus attirés par la fleur. Donc, un pesticide répandu sur une fleur de sureau noir rompra la liaison entre le monde animal et le monde végétal. On observe la même chose à cause des polluants atmosphériques. Alors là, on parle donc de les nanoparticules et également les rejets des voitures. Mais ça crée un stress chez la plante. Résultat, normalement, la plante, elle a des échanges gazeux avec l'extérieur via ces petites ouvertures qui sont des stomates. Or, ces ouvertures ne sont pas définies, elles peuvent s'ouvrir et se fermer. Et lorsque la plante se sent agressée, eh bien, elle ferme les stomates, comme on le voit ici à droite. Donc, elle ne communique plus correctement avec l'extérieur. Les émissions volatiles sont modifiées et l'insecte n'est plus attiré. Donc, on voit que ces facteurs environnementaux modifient les relations entre les deux systèmes de l'environnement. Alors, on l'aura compris, ça c'est du romanesque. Ce serait bien, il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que de ça. La vérité, c'est surtout dans la nature. On l'a vu, il y a des égoïsmes, il y a des compétitions, des fragilités. On l'a vu avec la fleur attaquée par la maladie dysenterie, des précarités parce qu'elles peuvent disparaître. Et il y a donc de réels risques d'extinction. Et s'il y a une chose qu'il faudrait retenir, c'est que ces processus de pollinisation très complexes, eh bien, ils ne sont pas immuables. Ce n'est pas automatique. C'est quelque chose qui peut être rompu. On l'a vu, la pollinisation, ce n'est pas un acte, c'est une cascade d'événements. Il faut transporter, il faut que ça colle, il faut qu'il y ait des interactions, il faut qu'il y ait la germination qu'on a vue. Et tout ça, au bout, va conduire à la fécondation. Et chaque fois qu'une fleur, on ne s'en rend même pas compte, va donner un fruit, c'est pratiquement un miracle pour que toutes ces étapes soient réalisées. Et il suffit qu'une étape, non pas aujourd'hui de celle-là, soit rompue, eh ben, la fécondation s'arrête. Donc on voit que c'est quelque chose d'extrêmement fragile, mais également d'extrêmement crucial pour les humains. Alors certains pensent, mais des insectes, il y en a plein. On ne va pas maintenant, à cause d'une ou deux espèces d'insectes, faire tout un pataquès. Mais il faut savoir qu'ils ne sont pas interchangeables. Eh bien, ils ne pollinisent pas tous les mêmes plantes. Ils ne pollinisent pas dans les mêmes milieux, ni même à la même période de l'année. Il y a des pollinisateurs spécialisés, donc il faut laisser à chacun faire son travail. Ce n'est pas si simple qu'on pourrait l'imaginer. Alors il est clair, il y a des élans de bonnes intentions, de bons sentiments avec des jachères fleuries, c'est bien. Et beaucoup de jachères fleuries sont très sélectives. Les hôtels à insectes, c'est bien. Mais ils ne veulent pas des hôtels, ils veulent des maisons. Ils veulent des haies, ils veulent des arbustes pour vivre librement leur vie. Donc c'est des bonnes initiatives pour sensibiliser, mais il ne faut pas qu'on réserve des petits ghettos comme ça pour les insectes pollinisateurs. Ils doivent vivre dehors, dans la nature, près de leur nourriture. Et alors, pour terminer, je voudrais rappeler une affirmation qu'on attribue à Einstein, bien qu'il n'y ait aucune preuve écrite de la chose, mais Einstein aurait dit que si les abeilles disparaissent, eh bien 4 années après, ce serait le tour des humains. Ça ne doit pas être tout à fait faux. En tous les cas, la disparition des pollinisateurs, elle a été mesurée. Ce n'est plus un théorème, c'est un axiome. On n'est plus dans la théorie, ici c'est des faits. On a mesuré la disparition des oiseaux, des insectes, c'est quelque chose d'absolument évident. Donc il faut faire attention. Alors, à tous les pollinisateurs, je dis bien tous, les abeilles, même les papillons, etc., j'ai envie de dire, je vous ai compris.
compris. Et qu'est-ce que j'ai compris? J'espère que vous l'avez compris également. Eh bien, c'est qu'ils ont besoin tout simplement de se nourrir. Il faut qu'on leur laisse de quoi manger. Ils ont besoin de s'abriter, ils ont besoin de maisons, et ils ont besoin d'emplacements pour élever leur progéniture. Il faut veiller à ce que les insectes aient cela. Alors, laissons-les tout simplement les moyens, laissons-leur tout simplement les moyens d'exister, parce que vous voyez que même entre eux, ils peuvent s'entendre, contrairement à certaines situations chez nous. Et je vous remercie pour votre attention.